Bonjour à tous, alors je vous propose dans cette vidéo un tour d'horizon d'une nouveauté Gigabit, elle se nomme C500 Glace. Alors c'est pas encore tout à fait disponible dans le commerce, ça arrivera au mois de septembre. Au niveau du positionnement, j'ai un prix en dollars, 269 $ pour pas dire 270, donc un positionnement haut de gamme. Ça vient compléter une gamme déjà existante, la gamme Glace, qui est au catalogue d'Aorus, donc orientation gaming, et qui est composée, si ma mémoire ne fait pas défaut, de deux modèles, on a le C300 et le C700. Donc ici, au niveau de la vidéo, petit tour d'horizon des principales caractéristiques de cette version. On regardera également en fin de vidéo certains résultats que j'ai obtenus, donc au niveau de ses capacités en termes de refroidissement et de silence. Allez, on attaque tout de suite parce qu'il y a pas mal de petites choses à dire, mine de rien. Allez, on va attaquer directement dans le vif du sujet. Donc ici, on a un boîtier signé Aorus, l'orientation gaming. Bon, on va pas tergiverser, elle est claire. On a un système très racé, enfin une robe très racée, avec déjà au niveau de la face avant différents matériaux et de manière générale, le boîtier va mélanger différents designs qui va permettre d'apporter donc ce côté plutôt sport. Et alors, on aime ou on n'aime pas, mais personnellement, je le trouve assez sympa. Donc ici, Metal Mesh, ça va permettre au boîtier de pouvoir respirer. On a également une aération sur le bas. Alors, ce sont des lignes rectilignes et parallèle, on a là aussi de l'aluminium brossé, finition miroir qui va mettre en avant le petit logo Aorus et tout ceci est rétro-éclairé. Alors le mieux, c'est peut-être que je vais peut-être vous l'allumer, comme ça vous allez vous en rendre compte. On voit directement à partir de la face avant donc les trois ventilateurs et puis ce fameux logo Aorus. La façade avant profite d'une porte qui est montée sur charnière. Alors ça s'ouvre comme ceci, c'est tout simple, ça donne accès aux trois ventilateurs. Il y en a également ici un large filtre à poussière qui occupe quasiment toute la hauteur du boîtier. Alors c'est magnétique, ça se met tout simplement, regardez. Hop, je clique, j'ai plus qu'à lâcher et je referme ma porte. Donc ça, assez pratique. Au niveau du boîtier, on le remarque, il est trapu par le fait qu'il est assez large par rapport à sa hauteur. Et on verra que ça a un gros avantage, c'est que lorsqu'on travaille à l'intérieur, donc pour monter la configuration, et ben, le boîtier se retrouve très généreux malgré son format moyen tour. Au niveau de ses dimensions, on est sur du 250 par 482 mm. Donc ça c'est au niveau de sa profondeur. Alors 250, c'est sa largeur. Et au niveau de sa hauteur, on va récupérer 548 mm. Toute la connectique est placée sur le haut, alors ça sous-entend que le boîtier n'est pas forcément voué à se retrouver sur le bureau, donc plutôt sous le bureau, puisque là ça permettra simplement de brancher très rapidement une clé ou alors un casque ou toute périphérique USB. On va commencer par la gauche, bouton reset, deux ports jack audio, micro casque, le fameux bouton Power avec un petit au centre, un petit logo rétro éclairé, deux ports de l'USB 3.0 et on a de l'USB 3.1 de type C. On a également sur le haut, tant qu'on y est, une large grille d'aération. C'est pas du plastique, ici tout est en acier, je vous le démonte. Voilà, comme ceci, ça s'enlève tout facilement. Voilà, donc là, belle finition. Et on va récupérer également sous cette grille un second filtre qui occupe toute la profondeur du boîtier. Donc du coup, on a un boîtier qui est entièrement filtré. Alors je dis entièrement filtré. Pourquoi? Je remets ça en place, je vais vous le montrer tout de suite. On va également récupérer sur le bas un large filtre extractible par l'avant, comme ceci, le voilà, qui lui va s'occuper de l'emplacement du bloc d'alimentation. Au niveau latéral, on va récupérer un panneau entièrement en verre trempé, c'est du 4 mm. Alors en plus, on a un petit liseré tout autour, ça permet de dissimuler, vous savez, les différentes fixations du châssis. Alors c'est une question de design et en plus c'est légèrement fumé. Et puis la fixation se fait simplement avec des petites vis à main. Au niveau de l'architecture, alors c'est pareil, hein, quand vous manipulez ce type de panneau là, faites attention, c'est du verre trempé, donc tout coup un peu violent, ça peut être fatal. Au niveau de l'architecture, c'est une architecture compartimentée, donc du coup on se retrouve avec deux chambres. Alors elles ne sont pas totalement indépendantes parce qu'il y a pas mal d'aération entre les deux. Donc ici la chambre principale va accueillir la carte mère, la carte graphique, le ventirad, enfin les principaux composants de la configuration. Et la seconde chambre va être dédiée donc au bloc d'alimentation et également à une cage HDD qui va permettre de brancher deux disques durs. Au niveau de la compatibilité, alors je vous le disais, le boîtier a un format moyen tour mais il est vraiment très généreux, en particulier en raison de sa profondeur qui est très importante. Donc je vous disais, au niveau de son architecture, on va pouvoir installer une carte mère, donc mini ITX, micro ATX, mais également ATX et EATX. La carte graphique, donc là j'ai déjà une belle bête, et ben, il y a vraiment de la place puisque là on a quand même 420 mm de disponible. Et au niveau de la hauteur du ventirad, donc ici on va récupérer 190 mm. Au niveau de la ventilation, j'en ai légèrement parlé tout à l'heure, donc on a trois ventilateurs à l'avant, ce sont des ventilateurs de 120 mm en PWM qui donc apportent de l'air frais, et on va récupérer une quatrième unité à l'arrière, c'est le même type de ventilateur, c'est du 120 mm, c'est également en PWM, et là ce dernier va, donc sa mission
fonction va être d'extraire l'air chaud directement vers l'extérieur. L'une de ces grandes originalités est d'être équipée en natif de cette pièce. Alors à quoi sert-elle? Tout simplement, ça va permettre de transformer le système de fixation arrière pour pouvoir installer sa carte graphique, non pas comme ceci à l'horizontale, mais à la verticale afin de profiter de son système de refroidissement qui est souvent, pour les modèles haut de gamme, accompagné de RGB. Donc ça se fixe au niveau des emplacements, au niveau des équerres PCI que vous avez à l'arrière. Alors de base, c'est installé. Donc moi je l'ai enlevé parce que malheureusement au niveau du bundle, il n'y a pas le câble riser qui va permettre de faire le pont entre l'installation ici de la carte graphique et puis de récupérer la connectique au niveau du port PCI Express X16 de la carte mère. Donc du coup j'ai enlevé cette pièce là, ça se résume à 2 vis simplement, et au niveau du bundle vous avez toutes les équerres PCI perforées de disponibles pour reconstituer ici le boîtier de manière assez classique. Et on conserve tout de même 3 autres slots d'extension, non pas à l'horizontale mais à la verticale, toujours pareil, pour installer une carte graphique. Donc là, il y a pas mal de petites possibilités de ce côté-là. Et on verra au niveau arrière qu'on va récupérer également un hub permettant de centraliser l'alimentation des ventilateurs et du RGB. Au niveau arrière, on a un boîtier qui est assez bien pensé. On va retrouver un câble management, donc une organisation du câblage qui est assez riche, puisqu'on va retrouver un système de gorge à différents endroits, mais également des supports permettant de centraliser les différents faisceaux et de tout bien plaquer contre le plateau à carte mère. Là, on retrouve 2 platines 2,5 pouces, c'est pour installer un SSD ou un disque dur, et on va retrouver sur le bas, je vous le disais, donc la fameuse cage HDD qui va permettre d'installer 2 disques durs au format 3,5. Au niveau de la gestion de la ventilation, j'en parlais également tout à l'heure, on va retrouver une petite carte électronique sur le haut, un PCB qui va permettre de centraliser donc l'alimentation des 4 ventilateurs, mais également la gestion de tout l'ARGB du boîtier. Par contre, on a une petite mauvaise nouvelle, c'est que le boîtier n'est pas équipé en natif d'un contrôleur. Donc là, il va falloir soit avoir une carte mère qui est compatible, soit utiliser un contrôleur externe. Et on termine cette fois-ci avec les performances. Donc je l'ai testé en plus 5 et plus 12 volts, donc grosso modo avec une ventilation minimum et une ventilation au maximum. Le passage entre le plus 5 et le plus 12 volts a un réel impact sur le refroidissement. On a la création d'un flux d'air qui vient traverser toute la configuration. Donc là, au niveau de mes résultats, le processeur perd 7 degrés, le GPU perd 4 degrés, le PCH, donc le chipset, perd 6 degrés et la mémoire vive, donc la RAM, 3 degrés. Et au niveau de nuisance sonore, donc là en plus 5 volts, qui est le mode là actuellement, donc on a un boîtier qui est très silencieux, le passage à plus 12 volts avec du 120 mm qui frôle les 1700 tours par minute par ventilateur, engendre automatiquement un souffle qui est assez présent. Donc là, une position sous le bureau est appréciable. Là, j'ai un sonomètre moi qui monte à 46,6. Et si on rajoute donc cette fois-ci une configuration à l'intérieur, donc ma configuration de référence, où là vient s'ajouter le bruit du ventirad qui tourne à son maximum et également la carte graphique qui va tourner à son maximum, mon sonomètre monte à 48,1. Donc ce boîtier, ce C500 Glace est annoncé pour le mois de septembre. Au niveau de sa disponibilité, au niveau du tarif, je vous le disais au niveau de l'introduction, j'ai eu qu'un prix en dollars, donc là 269 $. Donc est-ce qu'il y aura une équivalence en euros? Probablement. Donc on est quand même sur un positionnement haut de gamme. Et au niveau des prestations générales, donc là rien à dire, c'est bien fini, c'est bien pensé, l'équipement est quand même très généreux. Dommage, j'en parle au niveau des conclusions du test. Personnellement, j'aurais préféré des ventilateurs de 140 par rapport au volume qu'ils proposent, puisque là, on a quand même avec de l'ATX un ensemble, une configuration qui va se retrouver un peu éloignée des 3 ventilateurs avant. Et donc, du coup, le flux d'air qui est créé a tendance peut-être un petit peu à se dissiper et donc, du coup, est un peu moins pertinent. Et on le voit au niveau des résultats, au niveau des tests de GPU fanless. Là, on a de bons résultats, mais on n'est pas parmi les meilleurs, en particulier avec des boîtiers qui sont beaucoup plus compacts. Donc là, le rapprochement entre les ventilateurs avant et la terminaison de la carte graphique est plus restreint. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, partagez, petit pouce en l'air, vous pouvez également lâcher un petit commentaire, ça fait toujours très plaisir. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Mais également évaluer, c'est parce que voilà. Voilà.